avec des connecteurs Bicon. À l'intérieur du tuyau, on va venir visser tout ça et on lui applique une pression. Oh, ça commence à prendre forme! Le détendeur a maintenant trouvé sa place. Côté détendeur, le gaz va rentrer par ici. L'étincelle se produit bien ici, au niveau des allumeurs. Hey hey! Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle étape de l'aménagement de mon van Manuka. Et cette fois-ci, on va parler de gaz, de caissons étanches et de table de cuisson. Bon, maintenant vous commencez à connaître mon cri de guerre. Vamos al trabajo! L'installation du gaz dans mon cas va être extrêmement simple. Je vais venir loger ma bouteille de gaz ici dans le caisson étanche. Au-dessus, on aura un tiroir. Et tout simplement au-dessus la plaque de cuisson. Mon plan de travail ici sur le dessus est déjà prêt à recevoir la plaque de cuisson et j'ai dans l'angle ici mon fil électrique qui va me permettre de faire un allumage automatique des feux. Et même si c'est pas obligatoire, j'ai prévu ici sur le côté une grille de ventilation qui va permettre d'évacuer l'air de la table de cuisson vers l'extérieur du meuble avec une finition sur l'extérieur. Le caisson sera équipé d'une porte interne entièrement étanche et ensuite on aura un deuxième système de porte battante sur l'extérieur. On appellera donc ça le double door system. Ouais, bof, non. Valait mieux pas là, peut-être. Si vous voulez avoir tout le détail sur la fabrication de ce magnifique caisson étanche, n'hésitez pas à aller sur la chaîne, revoir la vidéo qui concerne la fabrication de tous les meubles de cuisine et puis on se revoit juste après. Mais attention, Achtung! Avant de passer à la réalisation, surtout, il va falloir qu'on cause parce que le gaz, c'est un élément très particulier au niveau de la sécurité, un petit peu comme l'électricité. Il en va de la sécurité des personnes et du véhicule, donc il va surtout pas falloir faire n'importe quoi. Surtout dans l'optique de l'homologation VASP pour les aménagements définitifs. Pour tous ceux d'entre vous qui envisagent un aménagement complètement amovible, alors oubliez tout ce que je vais dire et passez directement à la phase de réalisation. Oui, vous savez, sous les vidéos dans YouTube, maintenant on a la possibilité d'accéder directement à un chapitre ou à un autre. Pour rappel, après une homologation VASP, la carte grise du véhicule va perdre sa mention CTTE, transport de marchandises, pour devenir un véhicule de loisir. Et pour cela, le véhicule transformé doit respecter 5 conditions. Il doit avoir un coin lit, un coin cuisine, des rangements, une table et des chaises ou équivalent et un toit fixe et inamovible. On voit donc que le gaz n'est pas du tout obligatoire pour l'homologation. On a tout à fait la possibilité pour les plaques de cuisson, par exemple, d'utiliser une toute autre énergie. Bon, du coup, ok, mais alors on utilise quelle énergie? On va sûrement pas utiliser le bois. Déjà dans nos maisons, on cuisine plus au bois et puis à l'intérieur d'un véhicule, ça va être très compliqué. Et puis en France, de toute façon, c'est interdit. Il nous reste l'électricité, mais ça aussi, souvent, c'est une solution qu'on écarte parce que les résistances consomment tellement d'énergie d'un coup que ça viderait la batterie auxiliaire de manière instantanée quasiment. Bon, bah le gaz pour le VASP, en gros, on est obligé d'y passer. Bon, bah va pour le gaz alors. Mais quel gaz? En gros, on va avoir 3 possibilités, le butane, le propane et le GPL. Le butane, qui est issu de gisements souterrains, on ne peut l'utiliser qu'à des températures positives, ce qui en fait un petit inconvénient. Souvent, il est écarté pour cette raison-là. Mais encore une fois, ça se discute. Est-ce que dans le véhicule, il va faire vraiment très souvent des températures négatives? À moins de partir dans le Grand Nord, le butane, c'est peut-être sûrement très bien. Le propane, qui lui aussi est issu de gisements souterrains, contrairement au butane, lui, on peut l'utiliser jusqu'à moins 44 degrés. Et en plus, il a un pouvoir calorifique supérieur au butane. Et autre détail qui a beaucoup d'importance, il est autorisé à l'intérieur d'un caisson étanche qui se trouverait à l'intérieur du véhicule. C'est-à-dire que contrairement au camping-car, par exemple, on n'est pas obligé d'organiser un caisson qui soit accessible de l'extérieur. Et enfin, on a le GPL, le gaz de pétrole liquéfié. Alors là, c'est le top parce qu'on le trouve en station-service dans le monde entier. Il est issu du raffinage du pétrole brut et c'est un mélange de butane et de propane. Mais surtout, attention à la compatibilité des appareils. Attention avant l'achat de bien vérifier que l'appareil est compatible avec le GPL. Tous ne le sont pas. Et attention à l'installation également qui est assez pointue. Il est donc recommandé de passer plutôt par un professionnel. Et j'oubliais un dernier avantage du GPL. On peut faire un rajout quel que soit le niveau à l'intérieur de la bouteille. Contrairement au butane ou au propane, il faut attendre que la bouteille soit terminée pour aller acheter une rechange.
Il existe de nombreux fournisseurs de gaz en bouteille, il ne faut pas hésiter à comparer les prix en termes de consigne et de recharge pour les différentes contenances. Pour ma part, j'ai opté pour la Bio Twinny de chez Primagaz qui fait 5 kg 1 à vide et 13 kg à plein. Et allez hop, un petit merengue. Elle a une capacité énergétique de 70 kWh, ce qui devrait être largement suffisant pour mes deux petits feux à gaz et un diamètre de 31 cm. Et dans Bio Twinny, personnellement, le bio m'a parlé parce que ça signifie que 51% de la charge provient d'origine renouvelable, c'est-à-dire des huiles recyclées ou de la biomasse. Je précise comme souvent que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Par contre, si on peut limiter son impact sur l'environnement, franchement, il faut y aller. Voilà, modestement, mais faut y aller. En tous les cas, sur le papier, ça réduirait les émissions de CO2 de 73% par rapport à une bouteille de propane normale. Ce que je peux difficilement vérifier, effectivement, si on va par là. Mais revenons maintenant aux différents points qui nous sont imposés par la norme VASP. Le VASP impose également l'installation d'un détendeur de 30 millibars exactement. 30 millibars, c'est pas 25, 28, 32 ou 35, c'est 30 millibars. Surtout, il faut bien vérifier le produit qu'on achète. La bouteille va être reliée au détendeur via une lyre souple qui doit faire, attention, entre 30 et 45 cm. C'est précis. Attention, la lyre souple a une validité de 5 ans uniquement. Ensuite, il faut la changer. Il faut donc bien vérifier au moment de l'achat qu'elle n'a pas été fabriquée il y a 1, 2 ou 3 ans en arrière. Attention, ces trois éléments, la bouteille, le détendeur et la lyre, doivent se trouver absolument à l'intérieur du caisson étanche. La suite du circuit qui va se trouver à l'extérieur du caisson étanche peut être réalisée de deux manières. Soit on utilise du cuivre écroué, c'est-à-dire rigide, ou alors on utilise le plus souvent du cuivre recuit, semi-souple, que l'on peut déformer à la main. Dans mon cas, j'ai choisi du cuivre recuit de diamètre intérieur 6 mm et extérieur 8 mm. Pour garantir l'étanchéité du caisson, on utilisera pour la sortie du tuyau en cuivre cette petite pièce qu'on appelle un passe-cloison. Tout le circuit du tuyau de cuivre devra également être fixé tous les 50 cm au minimum avec des supports qu'on appelle isophoniques. Ils contiennent une petite partie en caoutchouc pour éviter qu'on ait un contact métal sur métal lors des vibrations. Le raccordement aux appareils, en l'occurrence dans mon cas il y aura uniquement la table de cuisson, devra se faire grâce à des raccords olive de 8 ou 10 mm. Et je vais également utiliser, ça n'est pas obligatoire et ça dépend du type de bouteille, un robinet adaptateur à clic qui va servir de robinet d'arrêt et simplifiera le changement de la bouteille. Pour la sécurité, il faudra aussi prévoir que chacun des appareils dispose d'un robinet d'arrêt. Lorsqu'on connecte plusieurs appareils au gaz, il faut donc prévoir l'installation d'une nourrice où chacun des robinets est clairement identifié. Dans mon cas, je n'ai qu'un seul appareil à connecter, en l'occurrence la plaque de cuisson. La norme m'autorise donc à m'en passer puisque la coupure de gaz peut être effectuée directement au niveau de la bouteille. J'ai néanmoins prévu d'installer une vanne d'arrêt, on ne sait jamais, ça fait une sécurité supplémentaire. Et au cas où la norme évolue prochainement, ça évolue les normes. Et dernière petite chose importante concernant l'appareillage, lorsqu'on achète une plaque de cuisson, il faut bien vérifier qu'elle est équipée d'un thermocouple sur chacun des brûleurs. Pour vous la faire rapide, un thermocouple, c'est un capteur de température qui est constitué de deux métaux différents qui sont soudés ensemble sur une de leurs extrémités. Et hop, une grosse rafale, la flamme s'éteint, et le thermocouple il va s'en rendre compte et il va couper le gaz. Et ça c'est pas mal parce que ça prévient le risque d'explosion. Personne n'a envie d'exploser dans son camion. Qui c'est qui a envie de mourir bêtement en explosant dans son camion? C'est aucun intérêt dans la vie. Enfin, en l'occurrence, c'est la mort. Avant de l'installer, je vous présente ma petite table de cuisson et comme habituellement, vous trouvez tous les liens vers les produits que j'ai achetés dans la description de cette vidéo. Pour les tables de cuisson, comme c'est le cas pour la majorité des produits, il y a beaucoup de choix. Il faut donc pas hésiter à comparer les prix et surtout voir les avis des précédents acheteurs. Après, on peut se poser la question, un ou deux feux. Moi, j'ai trouvé personnellement que deux feux, c'était bien parce que par exemple, quand on se fait cuire les pâtes, il y a la sauce qui cuit d'un côté et puis les pâtes de l'autre. Et quand on a très faim et qu'on a envie de manger, tout est cuit en même temps. Enfin, c'est juste incroyable, la technologie, c'est fou quoi. Pour être précis, ma plaque de cuisson, c'est un Tedford Topline 922 qui comporte deux feux de 1,5 kW chacun, avec un allumeur électrique 12 volts. Il mesure 500 mm de long par 305 de large et une profondeur de 95 mm.
et on retrouve un thermocouple sur chacun des brûleurs. On retrouve également certaines informations sur la plaque signalétique qui se trouve à l'arrière de l'appareil, notamment la puissance du détendeur pour le butane, ici 30 millibars, et le 12 volts Spark Ignition qui signifie allumage électrique 12 volts. C'est toujours une bonne idée de prendre en photo ces plaques signalétiques avant le montage parce qu'elles comportent notamment le numéro de série qui peut être intéressant en cas de maintenance. On constate aussi la présence de ces petites bobines en cuivre avec un embout vert ici qui sont les thermocouples sur chacun des brûleurs et qui sont chargés de couper l'alimentation en gaz lorsque la flamme s'éteint de manière accidentelle. Et pour chaque thermocouple, on a également 2 connexions qui repartent sur chacun des brûleurs. Et comme c'est souvent le cas malheureusement dans la notice technique, aucune mention concernant l'alimentation électrique 12 volts. Donc freestyle hein, comme d'habitude, observation et réfléchissement. Je constate la présence d'un domino électrique qui distribue l'électricité via ces fils marrons ici vers un bloc isolé de couleur verte qui à son tour redistribue l'électricité via ces fils blancs vers les 2 boutons de commande. De ce boîtier vert, on voit repartir 2 fils blancs vers chacun des brûleurs, vers l'allumage électrique. Et on retrouve ces petits cylindres blancs de l'autre côté, et c'est ça qu'on appelle les piezo qui vont servir d'allumage électrique automatique des feux. Les fils qui partent du domino font une section de 1 mm², c'est écrit dessus. Je vais donc venir connecter mon alimentation sur les 2 bornes libres du domino ici, et j'espère pouvoir distribuer la totalité du 12 volts sur l'ensemble de l'appareil. Et bien évidemment, ça aurait été trop simple, ces 2 bornes ne sont pas identifiées, il n'y a pas marqué plus ou moins, et j'ai rien vu dans la notice technique qui me dit que l'appareil est protégé contre les inversions de polarité. Donc je vais peut-être m'assurer de ça quand même avant de faire la connexion et passer un petit coup de fil à Tedford France par exemple. On peut logiquement penser néanmoins que si les fils ont la même couleur et que les bornes ne sont pas identifiées au niveau du domino, il n'y a pas de polarité à respecter. Ce qui vient de m'être confirmé par le revendeur, mais c'était tout de même bien de s'en assurer. Je viens de visser sur mon domino 2 fils en 1,5 mm², même si 1 mm² suffisait, et à l'autre extrémité, je les connecterai à un Wago vers l'alimentation 12 volts. Quant à l'alimentation en gaz, elle va venir se faire au bout de ce tuyau auquel on va venir connecter un coude avec des connecteurs Beacon. Ici, on a affaire à un tuyau de gaz rigide pour lequel on n'aura pas besoin forcément de mettre un insert. Néanmoins, j'explique le fonctionnement des connecteurs Beacon pour le cuivre souple. Voici donc ce qu'il faudra qu'on fasse lorsqu'on voudra connecter notre cuivre semi-souple à des connexions droites, comme le passe-cloison, ou à des connexions coudées. On viendra tout d'abord faire glisser l'insert à l'intérieur du tuyau, sachant que la partie striée doit rester à l'extérieur ici. C'est cette partie striée qui va le maintenir ici en position. C'est bien la présence de cette olive à l'intérieur du tuyau de cuivre qui va nous garantir que lorsqu'on va venir serrer l'olive sur le tuyau, il ne va pas s'écraser et il va bien conserver sa section circulaire pour laisser le passage pour le gaz. On viendra ensuite insérer l'écrou, positionner l'olive et après par exemple on va venir visser tout ça et par serrage c'est l'olive qui va garantir l'étanchéité. Pour information, les inserts s'achètent de manière individuelle ou par 2. Les écrous et les olives de la même manière peuvent s'acheter individuellement et sur les écrous c'est bien le chiffre 8 ici qui indique le diamètre extérieur du tuyau de cuivre. Par contre pour les raccords droits ou coudés, pas besoin de rajouter des olives, en principe elles sont déjà à l'intérieur du produit. Allez, je commence à préparer mon arrivée de gaz. L'insert, l'écrou, l'olive et attention parce que tout serrage est considéré comme définitif. Donc j'ai bien finalisé mon serrage ici, par contre pour les autres je ferai un montage à blanc. Avant d'aller présenter la plaque de cuisson dans le véhicule, je vais visser ici mes petits filetages de maintien dans les 4 angles. Déjà juste ça, ça fait vraiment plaisir. C'est beau! Oh, ça commence à prendre forme! Et je n'ai plus maintenant qu'à visser mes petites ailettes de maintien par le dessous. Pour la connexion du robinet adaptateur sur la bouteille, ça va être vraiment très simple. On va tourner ici le bouton en position off pour voir apparaître une petite barrette verte. Ensuite, on l'applique sur l'extrémité de la bouteille et on lui applique une pression jusqu'à entendre un clic. Et pour ouvrir le gaz, on tournera le bouton dans l'autre sens pour faire apparaître une petite flamme rouge. Lorsqu'on voudra changer la bouteille, ce sera très simple. On pressera sur le bouton ici pour tirer l'adaptateur vers le haut. On va maintenant venir connecter l'adaptateur rapide qui sera connecté à la bouteille à l'entrée de la lyre.
En entrée, on utilisera bien l'écrou-bouteille 21,8 par 1,814 à gauche, c'est précis. Bon, pour le dire en français, la lyre comporte deux extrémités. On choisira l'extrémité qui comporte une ailette ici et un joint noir. L'autre extrémité qui ne comporte pas d'ailette avec le joint rouge, celle-ci ira vers le détendeur. Et on vissera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on n'a pas besoin de serrer trop fort à cet endroit-là. L'ailette va permettre de bloquer l'écrou pendant le serrage à main. Côté détendeur, le gaz va rentrer par ici, sortir ici, comme l'indique la petite flèche. Et ça, ce sera la prise test qui permettra de vérifier l'étanchéité du circuit. On va maintenant visser l'autre extrémité de la lyre, celle qui comporte un joint orange, sur l'entrée du détendeur. Et cette fois-ci, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, on pourra serrer avec une clé. Je vais maintenant venir percer ma cloison de séparation pour pouvoir faire passer le passe-cloison. Et j'ai pris soin d'installer un bois martyr pour faire un minimum d'éclat lors du perçage. Le détendeur a maintenant trouvé sa place. On va faire maintenant une connexion en cuivre de la sortie du détendeur vers l'entrée du passe-cloison. Quand on va chercher à courber le cuivre, on va éviter de le faire à la main, ce qui va risquer de pincer le tuyau et le gaz ne pourrait plus passer par la suite. Généralement, on utilise une cintreuse que je n'ai pas, mais on peut essayer de l'enrouler à la main autour d'un objet circulaire, comme un tuyau PVC par exemple. J'avoue sans problème que la méthode que j'utilise pour courber mes tuyaux de cuivre n'est ni la plus efficace ni la plus orthodoxe. Donc si vous connaissez une méthode pour cintrer les tuyaux sans cintreuse, n'hésitez pas à mettre un petit message, un petit commentaire sous cette vidéo. Quoi qu'il en soit, on essaiera toujours d'avoir des courbes relativement douces ici qui ne martyrisent pas trop le tuyau, contrairement à des angles plus fermés qui ont tendance à venir l'écraser. Et avant le montage, on aura toujours la possibilité de vérifier que l'air peut circuler en soufflant dans le tuyau tout simplement. Voilà le chemin que va suivre le cuivre du détendeur vers le passe-cloison et pour l'instant je n'effectue pas de serrage définitif. Je vais maintenant fixer ma vanne d'arrêt avec cette patte de fixation. Mes tuyaux sont maintenant en place à l'extérieur du caisson et à l'intérieur aussi et je vais pouvoir maintenant serrer mes écrous. Prochaine étape, alimenter en 12 volts l'allumage automatique des feux avec des petites bornes Wago. Et information très importante aussi que je me suis fait confirmer par le fabricant, si on installe le produit soi-même, on risque de ne pas pouvoir faire appel à la garantie par la suite si l'appareil est défectueux. Comme souvent, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à faire appel à un installateur professionnel agréé. L'allumage automatique des feux, qu'on appelle aussi le piezo, doit absolument avoir sa ligne dédiée sur le petit tableau d'alimentation 12 volts. Et le fabricant recommande un fusible de 2 ou 3 ampères. Que je n'ai pas évidemment, mais je vais quand même faire mon test avec un fusible de 5 ampères. Pour l'instant, ma vanne d'arrêt est sur off et de toute façon, ma bouteille n'est pas connectée. Mais je vais quand même essayer de voir ce qui se passe si j'essaie d'actionner ici mes boutons de commande. Premier bouton, deuxième bouton, ça a l'air de réagir, magnifique! L'étincelle se produit bien ici au niveau des allumeurs. Surtout dans l'optique d'une Pour rappel, après une homologation, il doit avoir un coin cuisine, un coin cuisine, un coin cuisine, un coin cuisine et un coin cuisine. Et j'ai oublié les autres, il faut dire les autres à un moment donné. Bougre d'âne. Pour passer l'homologation. Et que rien n'est identité et que les bornes au niveau du dos quand on veut curver le cul, courber, je rajoute du pipeau,